Alors, sommes-nous en récession ou pas? C'est le sujet auquel je me prête à répondre dans cette vidéo ce soir. Comme je vous avais dit hier que j'allais donc me prononcer là-dessus. Pour ceux qui viennent de me découvrir, mon nom est François Ablé. Je suis donc trader et économiste indépendant, donc pour compte propre. Et il y a beaucoup de discussions autour de cette question actuellement, si nous sommes en récession ou pas, puisque nous avons vu récemment les chiffres du taux de croissance pour le deuxième trimestre viennent de sortir et on a encore eu droit à une contraction des données. Vous avez donc à l'écran un graphique, pardonnez-moi pour le fait qu'il soit un peu technique, mais nous parlons quand même d'économie et donc je dois donc expliquer certaines choses, donc vulgariser au maximum pour que vous puissiez comprendre réellement si nous sommes en récession ou pas. Alors, de mon point de vue, je dois dire que je suis d'accord avec le patron de la Fed qui a dit que nous ne sommes pas encore en récession. Certains économistes parlent de récession technique et on ne peut pas non plus leur donner tort parce que sur la définition d'une entrée en récession, c'est bien sûr d'avoir une contraction de l'économie sur 2 trimestres consécutifs. C'est-à-dire que pendant 2 trimestres consécutifs, si nous avons un taux de croissance qui est proche de zéro, ou bien qui est inférieur ou égal à zéro, on va dire, on est en récession de manière en termes de définition. D'accord? Ça veut dire que l'économie n'a rien produit, en quelque sorte. Maintenant, quand on regarde en détail les données, parce que c'est ça qui est le plus important, si on doit se concentrer uniquement sur la définition d'une entrée en récession, on peut d'ores et déjà dire clairement que nous sommes en récession. Et beaucoup de gens ne se gênent pas à dire directement que nous sommes en récession. Mais moi, je pense que nous ne sommes pas réellement en récession. Et je vais vous démontrer pourquoi. Alors, si vous regardez le graphique ici, il y a 2 raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en récession. D'accord? La première raison, c'est que la raison la plus, la plus facile, c'est que quand on regarde les chiffres ici du taux de croissance, donc au niveau de ce graphique du taux de croissance, vous voyez ici, c'est marqué estimation du taux de croissance de trimestre 2022. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le taux de croissance est un indicateur simultané. D'accord? Ça veut dire que c'est un indicateur qui permet qu'on constate, d'accord? Qui permet de constater ou de jauger l'état actuel de l'économie. Il n'est pas comme l'inflation ou bien le taux de chômage qui, eux, sont des indicateurs retardataires. Ça veut dire que ce sont des indicateurs qui permettent après coup de constater, donc mais après coup, de manière retardée, n'est-ce pas, l'état de l'économie. Donc, il suit donc une certaine conjoncture, d'accord? Alors, au niveau du taux de croissance, qui est donc un indicateur simultané, on voit que il y a 2 chiffres qui vont être publiés, qui sont publiés chaque trimestre. Il y a ce qu'on appelle le taux de croissance, l'estimation du taux de croissance, et puis il y a le taux de croissance final. Bon, c'est un ajustement qu'on fait un mois après la publication du taux de croissance qui est publié actuellement. Mais généralement, les marges disons, de progression ou bien des marges les marges, tout simplement, ne sont pas très grandes. C'est-à-dire que on n'aura pas de grand décalage entre l'estimation et puis le chiffre final lorsqu'il a été mis à jour. Ici, dans le cadre du taux de croissance qui a été publié, je crois, le jeudi dernier, il s'agit donc de l'estimation du taux de croissance pour le trimestre qui est passé. Donc, ça dit le printemps, qui est le trimestre 2, ou en anglais, on dit the quarter 2, ou bien en français, le T2, donc le trimestre 2, qui montre que on a eu une contraction de l'économie. Ok? Donc, a priori, la première raison, quand on voit une légère amélioration du taux de croissance, parce que le taux de croissance était à moins 1,6 en hiver, et il est sorti après au deuxième trimestre, n'est-ce pas, au T2, à moins 0,9. Donc, il y a eu une amélioration des chiffres de croissance, mais malgré tout, nous restons toujours
à l'intérieur, donc, en dessous de 0. Donc, on peut dire que mathématiquement ou techniquement, si vous voulez, on est en récession. Mais la Fed s'est efforcée, à travers Jerome Powell, s'est efforcée à nous dire qu'on n'est pas en récession. Donc, la première raison que j'évoque ici, c'est que les chiffres qui sont ici sont, disons, il y a une progression, d'accord? Et puis, je vais vous montrer aussi au niveau de la deuxième raison, d'accord, que cette récession était déjà prévue par la Fed, exactement. Parce que, si vous vous rappelez bien, il y a de cela 2 mois, d'accord, le patron de la Fed avait fait une déclaration où il avait dit que si on était dans un dilemme où il fallait choisir de sacrifier la croissance économique pour combattre l'inflation ou le contraire, il allait choisir plutôt la première option, c'est-à-dire l'option de provoquer une récession, en quelque sorte, ou bien d'amener l'économie en quelque sorte à une récession pour toujours tenter de juguler l'inflation qui est en cours, qui atteint actuellement, qui avoisine les 10%. Okay? Donc ici, on voit qu'il y a une légère amélioration des chiffres, mais on est toujours en dessous de 0. Alors, si vous regardez le document qui est aussi très technique, le document des projections de la Fed, vous allez voir que ce document a été publié, il est publié, la première fois que c'était publié le 16 mars 2022. Alors, c'est un document qui est publié généralement en mars et en septembre. Le document qui est publié en mars permet d'établir les prévisions sur l'année, en quelque sorte. Et puis, en septembre, on fait une révision pour, disons, la fin de l'année. Donc, il est publié 2 fois, avec un espace de 9 mois entre les deux. D'accord? Ce qui permet de laisser passer au moins les 3 quarts de l'année pour avoir une meilleure vue d'ensemble de l'économie. Au niveau de la première donnée, si vous regardez bien ici, on a ce qu'on appelle the change in real GDP. C'est-à-dire que c'est, disons, la marge de fluctuation du taux de croissance avec les cibles au niveau du long terme, ce qu'on appelle the longer run, ou bien aussi la médiane au niveau de l'année 2022. On voit bien qu'on a un minima au niveau de la cible de long terme du taux de croissance qui est aux alentours de 1,8, 1,9. Et puis, on a le maxima qui est à 4%. La médiane est à 2,8%. Donc, ça veut dire que la Fed s'attend à avoir une croissance économique américaine à peu près autour d'une médiane de 2,8 avec soit un minima sur le long terme de 1,8 ou un maximum de 4%. D'accord? C'est ça le change in real GDP. Quand on regarde aussi, en fait, à la page, je crois, 14, donc si je mets ici, je m'en vais à la page directement 14 ou 13 ou 14, vous voyez bien que ici, déjà en mars, c'était déjà prévu, vous voyez ici, change in real GDP, donc le changement ou disons la variation de la croissance réelle, c'était déjà prévu. Vous voyez bien, il y a un trait ici, si je peux me permettre de zoomer, de bien zoomer, voilà. On voit bien qu'il y a la ligne à la ligne 0 ici, d'accord? Mais on voit bien une déclinaison, n'est-ce pas? À partir de 2021 où la croissance a atteint un pic, on voit bien une déclinaison du taux de croissance qui fonce vers les 0,75, donc les moins 0,75. C'est-à-dire que la Fed s'attendait déjà à ce que l'économie se contracte à peu près de 0,75%. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous prenez, d'accord, le chiffre de la croissance qui est établi à peu près à 4, que vous faites moins 0,75, vous devez vous retrouver à peu près aux alentours des 2,25, 2,50 à peu près au niveau de la contraction de l'économie. Et on le voit bien que la médiane était à peu près à 2,8 au niveau des chiffres de la croissance. On peut le voir également aussi ici à la page 16, donc à la dernière page, qui est ici donc de 1,5. C'est-à-dire que la Fed s'attend au maximum à ce que le taux de croissance évolue plus ou moins. Donc vous le voyez ici, quand on met ce symbole, c'est un symbole de marge de progression, donc statistiquement. Donc entre plus ou moins, donc on s'attend à ce qu'on ait une progression ou bien un bond de 1,5 ou une régression de 1,5 sur toute l'année. Donc, ce qui veut dire que 1,5 entre un maximum qui est à 4%
si on a une régression de moins 1,5, d'accord, on a à peu près un taux de croissance qui encore revient autour de la médiane à 2,5% ou des fois ils ont prévu à 2,8. Donc on peut avoir aussi un petit excès à ce niveau-là. Donc la Fed avait déjà prévu que nous rentrions dans cette, disons, dans ce qu'on appelle dans cette récession en quelque sorte. Mais elle ne prévoit pas, elle ne dit pas que c'est une récession parce qu'elle a déjà prévu. Et elle a déjà provoqué parce que là, on a un retard de la politique monétaire et il faut augmenter les taux rapidement à la vitesse à laquelle l'inflation augmente. Bien sûr, on ne peut pas augmenter les taux d'intérêt quand l'inflation est en train aussi de monter. On doit plutôt attendre quand l'inflation semble se stabiliser à un sommet avant de pouvoir inciter les ménages de manière dure, de manière sévère, à ce qu'ils arrêtent de stimuler la consommation, dans ce qu'ils arrêtent de dépenser. Et c'est là aussi où je donne raison à la Fed, parce que quand on regarde aussi les chiffres au niveau de la consommation des ménages, au niveau des dépenses et au niveau de leurs revenus, ils sont tous sur de bonnes statistiques. C'est-à-dire que les dépenses continuent et le revenu aussi a augmenté, d'accord, pour l'échéance de juin à juillet. Parce que l'inflation est un indicateur retardataire. Donc, le chiffre qui sort en juillet, c'est le chiffre qui est donc valide pour le mois de juin. D'accord? C'est toujours un mois en décalage. Et quand on a une récession, on est supposé avoir donc une inflation qui commence à diminuer, à chuter, parce que les ménages arrêtent de dépenser. Donc, on se précipite vers disons, une pression déflationniste. Et puis, après ça, n'est-ce pas, on a aussi un taux de chômage qui commence aussi à faire mal parce que les entreprises n'arrivent plus à injecter de l'argent dans l'économie puisqu'il faut restimuler l'activité et les secteurs. Donc, il y a beaucoup de mise à pied. Donc, le taux de chômage commence à augmenter quand on est en situation de récession. On va revenir donc sur le graphique ici. Si vous regardez, par exemple, le deuxième graphique au niveau où c'est marqué ici le taux de chômage pré-pandémique, c'est-à-dire que pendant la pandémie, quand vous vous rappelez au niveau de la Covid, on avait eu donc une fermeture partielle de l'économie. Donc ça, c'est la deuxième raison. On avait une fermeture partielle de l'économie où le taux de chômage tablait autour des 15 à 16%. D'accord? Où j'ai encerclé ici. C'était entre 15 à 16% du taux de chômage. D'accord? Et actuellement, le taux de chômage est à peu près à 3,5, 3,6. Il est en dessous de 4%. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les économistes américains, notamment plusieurs prix Nobel, se sont tous entendus à travers un consensus que lorsqu'on a une économie qui présente un taux de chômage en dessous de 5%, on est dans une situation de plein emploi. D'accord? Donc, il y a un plein emploi aux États-Unis. Donc, on a un plein emploi, on a des dépenses de ménage qui battent toujours les estimations, on a la consommation qui est au rendez-vous, on a le revenu des ménages qui est toujours en train de monter, et on a une croissance économique, techniquement, qui se contracte. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi on s'attelle à dire que nous ne sommes pas vraiment en récession, même si le taux de croissance est en dessous de 0. Et on voit même que dans le chiffre, au niveau du taux de croissance, non seulement c'était prévu par la Fed, parce qu'on le voit ici, au niveau des données, que la Fed avait déjà prévu d'avoir une contraction du taux de croissance. Statistiquement, il avait démontré à travers le document qui a été publié le 16 mars dernier. Mais en plus de cela, elle est toujours optimiste du fait qu'on risque de finir l'année dans une cible qui tend vers le 1,8%. D'accord? Et on voit que dans les données, le trimestre précédent, c'était à moins 1,6%. Et ce trimestre-ci est à moins 0,9%. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les marchés financiers ont déjà incorporé cette donnée. C'est pour ça que vous voyez que les indices ne font que monter malgré qu'on augmente malgré qu'il y a une hausse du taux d'intérêt, parce que les traders ou les gérants de fonds ont déjà incorporé cette donnée au niveau des cours. Ce qui veut dire que les indices vont continuer à monter pendant au moins 1 ou 2 mois parce qu'ils vont anticiper peut-être que la Fed s'arrête ou fasse un arrêt au niveau de la hausse des taux
pour permettre aux indices de pouvoir justifier ce taux de croissance qui est attendu à une cible à peu près de 2% d'ici la fin de l'année. Parce que s'il y a une croissance, généralement, les anticipations vont pousser les indices à monter. Ce qu'ils ont qualifié de ce qu'on appelle le bear market rally. Donc, que les indices ne font que monter alors qu'on est en train de monter les taux. Le piège là-dedans, c'est que le taux de chômage est en dessous. Il est vraiment très très bas. Donc, il est en situation de plein emploi. Donc, a priori, le nombre de créations d'emplois est structurellement bon. Donc, il est dynamique. Ce qui veut dire que cela va pousser la Fed donc à pouvoir continuer ses actions de freiner l'inflation, c'est-à-dire de continuer à monter les taux d'intérêt. Actuellement, nous sommes à peu près dans une fourchette de 2,25 à 2,50, n'est-ce pas, de hausse de taux d'intérêt. On peut aller jusqu'à 3%. Et normalement, on devrait être à 3% parce que en 2008, avant la crise financière, lorsque l'inflation était aux alentours de à peu près 3%, 2,5-3%, les taux d'intérêt étaient à 4%. D'accord? Cette fois-ci, nous sortons d'une longue série de QE, donc de quantitative easing, c'est-à-dire d'assouplissement quantitatif, qui a duré presque plus d'une décennie. On a pris du retard, on a accumulé il y a eu beaucoup de prêts, de crédits qui ont été octroyés à des taux soit négatifs ou bien nuls. Donc, il faut maintenant faire pousser le marché à faire sortir, n'est-ce pas, ce qu'on a qualifié de easy money. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que la Fed va continuer son programme de resserrement monétaire? La réponse aussi, je peux dire techniquement, est oui. Parce que quand on regarde le taux de chômage qui est à ce niveau, quand on regarde les données structurelles, comme les chiffres comme la production industrielle et puis les différents secteurs clés comme la manufacture, on voit qu'il y a une dynamique de relance. Ce qui veut dire qu'actuellement, soit la Fed, si elle décide de s'arrêter, de ne pas monter les taux parce que tout le monde anticipe qu'elle s'arrête à cause du fait que on a déjà atteint presque les 2,5% de relèvement de taux. On doit aller à 3%. Peut-être que c'est pour ça que les marchés aussi se mettent à anticiper, du fait aussi que les données qui ont été publiées en mars, d'avoir un taux de croissance entre 1,8 à 2,8% au niveau de la médiane qu'on a vue dans le document ici sur la projection monétaire de la Fed. Donc c'est un document qui est disponible d'ailleurs sur le site de la Fed, qui a été publié en mars dernier. On voit très bien que cette récession, en griffe, est provoquée de toutes pièces par la Fed. Elle avait déjà prévu dans ses calculs. Donc, moi, je crois, sincèrement, qu'on va finir l'année avec un taux de croissance au-dessus de 0, donc un taux de croissance positif. Maintenant, est-ce que la Fed va continuer à hausser les taux d'intérêt? Je pense que oui, parce que si on a un taux de chômage qui est très très bas comme ça, ou bien qui continue à descendre, donc plus de création d'emplois, avec une dynamique de taux de croissance qui continue dans ce sens, je crois qu'on aura une dernière hausse du taux d'intérêt, peut-être de 0,5 ou bien de 0,25. D'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça que les marchés montent. Parce que tant qu'on n'augmente pas les taux d'intérêt au-dessus de 0,75, les marchés vont le saluer comme une sorte de sécession, n'est-ce pas? Une sécession pas un arrêt, mais une sécession ou un ralentissement de politique monétaire. Parce que, comme je vous ai dit, on doit être à peu près à 3% pour le niveau d'inflation pour lequel nous sommes. Et on n'est même pas encore au-dessus de 2,5%. On est dans une fourchette de 2,25 à 2,50 au niveau des taux d'intérêt. Et donc, si la Fed augmente les taux soit juste de 0,25 ou de 0,50, ça sera salué par les marchés financiers. D'accord? Donc, c'est pour ça que les marchés financiers anticipent cela et aussi du fait qu'ils ont déjà les données dont le document qui a été publié en mars dernier et qui pousse les marchés à monter. Donc, voici mon scénario en quelque sorte pour d'ici la fin de l'année. Donc, conclusion, je crois sincèrement que nous ne sommes pas en récession et que ces données que nous voyons sont justifiées et qui permettent de décrire la situation actuelle dans laquelle nous sommes. OK? Donc, merci encore d'avoir suivi cette intervention. N'hésitez pas à laisser vos commentaires
et puis à vous abonner également à notre canal Telegram où notre équipe d'experts de l'Unix vous donne donc des informations plus ou moins privilégiées et aussi vous permettront de pouvoir trader ou de travailler sur les marchés financiers si cela est de votre intérêt. Merci encore, passez une bonne soirée et bon week-end. Au revoir.